On est en compagnie de Mathieu Bailly. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le président d'Octo AM. Alors avec vous, on regarde ce qui se passe évidemment sur ces marchés. On s'approche de la fin de ce troisième trimestre et le calme règne toujours en maître sur ces marchés. Peu de volatilité, très calme. Ce qu'il y a, c'est que tout le monde s'attendait tellement à beaucoup de volatilité en début d'année que beaucoup de gens avaient gardé de la trésorerie et au moindre petit mouvement de baisse, vu qu'il y a eu quand même une tendance assez forte de hausse, pour éviter d'avoir trop de retard par rapport à des indices, aux concurrents ou tout simplement parce que cette tendance se poursuit, les investisseurs achètent dès qu'il y a la moindre baisse. Donc évidemment, ça limite de facto la volatilité, quoi. Voilà, donc, et ça peut durer longtemps. Et c'est sur tous les actifs, c'est vrai que c'est aussi. Vous avez fait quelques stats justement sur le nombre de journées comme ça en petite hausse ou avec une volatilité aussi basse. Et vous dites, on a eu du côté du Dow Jones 42 records de l'indice atteints cette année. Oui, c'est un record qui date des années 50 à 60, quand c'était en gros les 30 glorieuses. Alors on n'est pas du tout dans les mêmes situations économiques, politiques ou sociales aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais pourtant la bourse grimpe dans les mêmes proportions. Qu'est-ce qui explique justement, vous dites première chose, les banques centrales peut-être qui faussent le jeu finalement, le libre jeu des acteurs comme ça en déversant des tombereaux de liquidités? C'est vrai que, il y a une dizaine d'années, les États-Unis avaient commencé leur quantitative easing. Ce qui s'est passé à la suite, c'est que toutes les banques centrales ont fait la même chose. On a commencé par l'Europe, l'Angleterre, la Chine, qui commencent à le faire également. Et donc évidemment, ces liquidités mondiales, aujourd'hui, elles ne sont plus cantonnées à un pays ou une zone, mais elles sont mondialisées immédiatement. Et donc du coup, des liquidités qui arrivent en Europe peuvent très bien aller aux États-Unis et inversement. Donc on a vu que les actifs n'ont pas monté en nombre avec autant de vitesse que les liquidités injectées, évidemment, les actifs qui existent déjà sont reflatés, comme on dit, c'est-à-dire que leur prix augmente fortement. Ouais, les actifs traditionnels et puis les actifs aussi plus exotiques. C'est-à-dire que quand on n'a plus envie d'acheter des actions ou qu'on pense que l'économie ne va pas très bien, on achète des voitures de collection, de l'art contemporain, de l'immobilier de luxe, et on voit que ce sont des actifs qui ont augmenté très fortement dans les années récentes, en parallèle effectivement de cette augmentation aussi des liquidités de banque centrale. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est vrai qu'on ne peut pas. Pourquoi est-ce que les actifs exotiques ont monté? C'est parce que les gens ou les investisseurs n'ont pas forcément de vision très positive de l'économie et donc du coup se positionnent sur des actifs qui leur font plaisir. Voilà, qui font plaisir puisqu'il y a aussi les vins et spiritueux qui ont bien grimpé. On pourrait dire actifs réels tout simplement, c'est-à-dire c'est vrai que ces liquidités, on ne sait plus quel juste prix, du coup on se réfugie sur ces actifs tangibles. Ce sont des actifs réels, sachant qu'il y a quand même un point, c'est que ce sont des actifs qui ne rapportent rien. Ils n'ont aucune rentabilité, contrairement à ce que peut proposer une action ou une obligation. La seule chose, c'est que c'est plutôt une sorte de spéculation parce qu'il y a un nouveau marché sur ces produits-là, nouveau marché qui vient notamment des pays émergents comme la Chine. Et du coup, il y a une autre raison, c'est que ces actifs sont souvent défiscalisés en termes de plus-value. Voilà, et ça, c'est aussi important. Alors ensuite, du point de vue fondamental, on attend toujours cette réforme aux États-Unis, une réforme fiscale qui devrait se faire notamment pour baisser l'impôt des sociétés de 35 à 15%. Est-ce que vous y croyez encore? Je veux dire, est-ce que Donald Trump aura les moyens de faire cette réforme? Alors c'est ça aussi qui avait probablement fait aussi grimper et offert un second souffle aux actions américaines, c'est que quand on divise les impôts par 2 ou 3, ça peut jouer sur les bénéfices. Il est probable qu'il y ait un compromis qui soit trouvé, peut-être pas d'aller jusqu'à 15% parce qu'effectivement il y a des contraintes budgétaires qui sont assez fortes et que même si on peut imaginer qu'à long terme cette baisse d'impôts pourrait provoquer un regain de croissance et donc des impôts, à court terme il y a quand même besoin de rentrer de l'argent dans les caisses de l'État parce qu'on voit bien qu'il a fallu encore rehausser le plafond de la dette il y a quelques semaines. Donc il est probable qu'il y ait plutôt un compromis, comme ça a été le cas d'ailleurs pour le plafond de la dette, c'est-à-dire une entente qui se joue à peu près au milieu entre les 15 et les 35 aujourd'hui. Le calme sur les marchés, dû, on l'a dit, aux injections des banques centrales. Le problème, c'est que ça peut durer. On voit que les banques centrales sont extrêmement prudentes pour retirer cette liquidité. On l'a vu avec la Fed, là, qui marche sur des œufs pour parler de son bilan, 4 500 milliards de réduire, qu'elle va écoper, mais à la petite cuillère, 10 milliards par mois.
Oui, bah, c'est comme si elle faisait rien en gros. C'est histoire de dire qu'on commence à réduire le quantitative easing parce qu'on aurait réussi à relancer la croissance et l'inflation. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ça fait à peu près 10 ans que les États-Unis sont dans ce quantitative easing, que l'Europe, on y est rentré il y a 2 ou 3 ans. En gros, début 2015, on a commencé. Donc il ne faut surtout pas croire que la Banque centrale européenne aura les moyens de sortir fin d'année prochaine ou même en 2019. Quand on a c'est même pas cette année, c'est pas l'année prochaine, c'est même pas en 2019, c'est quoi? C'est horizon 2020 pour vous? Les deux exemples qu'on a récemment, ce sont les États-Unis qui ont mis 10 ans, alors que leur économie est beaucoup plus désintermédiée que la nôtre. C'est-à-dire que quand on met 1 euro quand la Fed injecte 1 euro aux États-Unis, on peut le retrouver au bout de quelques mois à peine dans l'économie. Pour la BCE, vu que le système est encore intermédié par les banques, on peut mettre 1 euro dans le système, il n'arrive pas tout de suite dans l'économie, loin de là. Et on voit d'ailleurs, comme on l'a dit tout à l'heure, que pour l'instant ça va dans les actifs réels par exemple, ou dans les fonds monétaires qui ont énormément collecté parce que les gens ne savent pas quoi faire de leur argent. Donc l'Europe étant moins désintermédiée et plus lente à ce que l'argent arrive dans le système que les États-Unis ça a mis 10 ans. Il y a assez peu de chances que pour l'Europe, ça mette 3 ans. Donc au mieux, ce sera une dizaine d'années, et au pire, on sera comme au Japon, c'est-à-dire qu'ils n'en sont jamais sortis. Oui, effectivement. Donc, et ils n'en sortent toujours pas, d'ailleurs. Et ils n'en sortent toujours pas. Donc on a deux exemples de quantitative easing qui sont beaucoup plus longs que 5 à 10 ans. Donc on peut imaginer qu'en Europe, ce sera la même chose. Pourquoi est-ce qu'on serait vraiment si différent? Ouais. Il y a même une question, est-ce qu'on peut sortir du quantitative easing? On verra. On verra, c'est pas fait pour les États-Unis, même s'ils cherchent à réduire effectivement. Mathieu Bailly, du coup, qu'est-ce qu'on attend pour cette fin d'année? On rentre là dans le 4e trimestre. Ça veut dire qu'on va avoir une fin d'année aussi calme, volatilité très très faible. 1% des séances boursières ont vu le CAC clôturer sur des variations supérieures à 2% à la hausse ou à la baisse cette année. On se dirige vers une fin d'année du même calibre? Probablement. Si rien ne se passe en termes économiques, ce qui est probable, il y a assez peu de chances qu'on voit des mouvements assez forts. Ce qui pourrait provoquer des mouvements, ce sont plutôt des raisons politiques ou géopolitiques, comme la Corée, bien que pour l'instant, les investisseurs ne regardent pas trop, sans doute parce que c'est un trop petit pays. Ça pourrait être également des classes d'actifs spécifiques qui voient une chute massive. Donc, exemple, les prêts étudiants aux États-Unis, exemple, les actions américaines et de technologie, notamment le Nasdaq, qui auraient un impact sur le high yield. Ça pourrait être le Bitcoin, ça pourrait être la Chine. Donc, ça pourrait être des événements qui, par définition, sont imprévus, comme on avait eu par exemple début 2016, où la Chine et les matières premières avaient provoqué des gros remous sur les marchés. Mais par définition, la volatilité, elle arrive par l'imprévu. Donc pour l'instant, tout ce qui est prévu, c'est-à-dire les échéances politiques qu'on a en Europe ou celles qu'on a aux États-Unis, ne provoqueront pas de volatilité parce qu'elles sont déjà plus ou moins anticipées. Bon, voilà, on s'attend donc à l'imprévu, surtout pour ce mois d'octobre qui est toujours en tout cas riche en événements. Normalement, on verra ce qu'il en est pour cette année. Mathieu Bailly, vous restez avec nous, vous êtes spécialiste des obligations et justement, on va parler dans une seconde de ce qui s'est passé sur Toys R Us. Voilà, c'est mise en faillite, un Chapter 11. Ça va un peu plus loin ce dossier puisqu'on va parler également des défis de la distribution et notamment face aux géants Amazon. À tout de suite.